Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le lancement officiel du recensement électoral a débuté ce lundi 18 juin 2018 par la Commission électorale indépendante CEI. Ce lancement a lieu à Grand Bassam. RTI 1 est au rendez-vous. Hier, dimanche, ici à Cocodile, s'est tenu au siège du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, une réunion du bureau politique de ce parti politique. Il devrait se prononcer sur le parti unifié. Sport mondial 2018, notre pays africain, la Tunisie, entre en lice ce lundi. Il joue contre l'Angleterre et l'on attend, il faut espérer et croire, la première victoire d'un pays africain après les défaites de l'Égypte, du Maroc et du Nigeria. Alors, commençons tout de suite par le deuxième grand titre de cette édition. Hier dimanche, ici à Cocodile, s'est tenu au siège du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, une réunion du bureau politique de ce parti politique. Il devrait se prononcer sur le parti unifié. Témoin pour RTI 1, Emmanuela Gabriel Zani. La question est de taille. Le parti unifié ravive les tensions depuis des mois entre les cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ce dimanche 17 juin, au siège du PDCI, des débats pour l'adoption d'une position commune sur le sujet du RADP Parti unifié ont retenu l'attention des cadres du parti pendant 6 heures de loge. Les résolutions à l'issue de cette réunion du bureau politique du PDCI sont sans équivoque. Le bureau politique affirme son soutien au président du parti et endosse la signature de l'accord politique du RHDP relatif à la création d'un parti unifié. Décide le report du 13e congrès ordinaire du PDCI-RDA après l'élection présidentielle de 2020, la prolongation du mandat du président du parti, des mandats des autres organes et des structures spécialisées du parti. La satisfaction fait place à la crispation. C'est une satisfaction, c'est une joie pour les militants. Le débat a été démocratique. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas contre le parti unifié, raison pour laquelle nous avons pris acte et endossé la signature de notre président. Nous sommes satisfaits parce que les acquis du PDCRDA sont préservés. Aussi, nous restons dans l'alliance RHDP et nous voulons que dans le cadre de cette alliance, nos alliés nous soutiennent comme nous l'avons fait en 2015. Des résolutions qui n'excluent pas pour autant l'accord politique sur le RHDP et la poursuite des négociations en vue de la réunification des oufouettistes en un seul parti politique. Pour l'essentiel, nous avons pu trouver la voie médiane, puisque la signature du président Henri Konan Bédié sur l'accord politique portant création du parti unifié a été endossé par le bureau politique. Donc nous sommes dans la démarche de construction du parti unifié. Cela n'a pas été remis en cause. Et nous pensons qu'il faut aller étape par étape. Ce n'est pas facile. Après toutes ces années de crise, il faut rendre les esprits positifs. On s'est donné une période transitoire de 18 mois. Si les choses vont dans le bon sens, peut-être ça se fera dans les 18 mois. Sinon, ça se fera après 2020. Le PDCI est prêt à conquérir le pouvoir en 2020, selon le communiqué final du bureau politique. Mais en attendant, Henri Konan Bédié, le président du parti, est mandaté pour poursuivre les négociations visant à mettre en place le parti unifié RADP. Gabriel Zani, le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan, a quitté Abidjan hier dans la soirée pour une visite de travail dans la région du Grand Est de la France. Une mission qui s'inscrit dans une action de rapprochement entre la région Grand Est de la France, ses entreprises et le continent africain. À Nancy, nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Nous vous le disions dans nos titres également, le lancement officiel du recensement électoral a débuté ce lundi 18 juin 2018 par la Commission électorale indépendante CEI. Le lancement a eu lieu à Grand Bassam et RTI 1 est au rendez-vous. Le reportage complet d'Alexis Ouedraogo
dans nos prochaines éditions. Rendons-nous maintenant à Téhéni, localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire, où l'éducation pour tous demandée par le président de la République Alassane Ouattara a pris forme à Téhéni, si bien que la localité est devenue un centre d'examen pour le BEPC, ce qui n'était pas le cas il y a de cela des décennies. Eugène Atoubé. 30 minutes avant 8 heures, à Téhéni. Véronique s'empresse de regagner le collège de la ville où ses camarades se sont rendus très tôt le matin. C'est jour d'examen. Les élèves de 3e et les candidats au BEPC, brevet d'études du premier cycle, affrontent les premières épreuves. Plus qu'un quart d'heure avant l'entrée en salle des candidats. Les examinateurs sont en place pour les derniers réglages. Véronique, au pas de course, retrouve ses camarades. Il constitue la première promotion 3e du Collège moderne de Téhéni. Pour la première fois de son histoire, Téhéni est centre d'examen pour le BEPC, session 2018. Je suis dans la joie, il veut composer chez moi. Du fait qu'on est chez nous-mêmes, c'est comme si c'est un devoir simple, donc ça ne nous fait pas peur. Depuis son érection en chef-lieu de sous-préfecture en 1961, c'est seulement cette année 2018 que Téhéni, aujourd'hui chef-lieu de département, abrite un centre d'examen. Si l'histoire retient ce moment, elle retient aussi que seules les autorités préfectorales, le directeur régional de l'éducation nationale, venu de Bouna, et les responsables du collège moderne de Téhéni, par leur présence, ont donné une signification à l'événement. Ici, l'école était vraiment en retard. Et maintenant que nous avons notre première promotion, c'est dire que Téhéni a beaucoup à faire. Les parents avaient justement peur des différents déplacements, des différentes prises en charge, n'est-ce pas, de leurs enfants lorsqu'ils devaient se déplacer pour aller dans les autres localités. Aujourd'hui, il faut se rassurer que tout cela peut se faire sur place. Et donc, c'est pour nous, j'allais dire, un élément pour booster les questions, n'est-ce pas, de scolarisation. Téhéni, centre d'examen pour le BEPC, un symbole fort. La décision de la ministre de l'Éducation nationale consacre le gigantesque travail fait par les autorités éducatives de la région du Bunkani. L'école dans cette partie nord-est de la Côte d'Ivoire est dans un processus d'illustration et de promotion. Bien loin le temps où dans ce département qui a en partage le parc national de la Komoué, on pouvait voir les salles de classe dépeuplées au profit des travaux domestiques, activités champêtres ou pastorales. Avec l'évolution, les parents ont compris la nécessité et l'intérêt d'envoyer leurs enfants à l'école et les y maintenir. Hier à aujourd'hui, du chemin a été fait. Pour y arriver, on marche au milieu de la brousse. Il y a eu les griots de la population qui est partie un peu dans les campements tout près et avec grande joie, j'ai vu remplir notre petite salle d'alphabétisation. Alors, on s'est accordé pour commencer les écoles communautaires. Certains sont réussis, c'est-à-dire ils ont continué jusqu'à envoyer à CE2 ou CE1, ça dépendait, dans les écoles publiques plus proches. Et beaucoup des enfants, maintenant, ils sont parmi les premiers aujourd'hui au collège. Merci à Madame le ministre, qui a donc admis qu'il y ait ici une inspection de l'enseignement préscolaire et primaire. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire est en train de travailler à, j'allais dire, à un fort taux de scolarisation dans cette zone. Les efforts conjugués des ONG œuvrant dans le domaine de l'éducation et le gouvernement ont pour résultat aujourd'hui l'établissement durable de l'école dans le département de Téhéni. Les villages sont dotés d'infrastructures pour la scolarisation des enfants, encadrés par des enseignants qui, au nom du sacerdoce, doivent souffrir du difficile accès des villages et des dures conditions de vie dans une région austère qui peine à sortir de sa léthargie. Hicham Salon, 35 000 à 40 000. Il n'y a que de salaire. Se contenter seulement salaire, donc vraiment, c'est ça aussi qui pose problème. Des coupures intensives de courant et d'eau,
Tout ça, c'est pénible pour nous. L'accès à la ville est difficile, pénible. Seule consolation des enseignants, qu'ils soient du primaire ou du secondaire, l'amour du métier et cette fierté de voir leurs élèves progresser, comme ceux du collège moderne de Teini, candidats au BEPC. Ils étaient 78 présents à l'examen, pour un effectif de 485 élèves, avec des filles et des garçons en proportion équitable. Une école qui, cependant, n'échappe pas aux nombreux problèmes inhérents au système scolaire ivoirien. La majeure partie de nos élèves qui abandonnent l'école, ça donne à l'orpaillage. Des jeunes enfants qui sont en 3e, en 6e ou en 5e, qui ont des portables d'une valeur de 200 000, qui ont des grosses motos qu'ils peuvent acheter. Et c'est un véritable frein pour nous. Et quand ceux qui vont à l'orpaillage viennent avec de l'argent, et que ceux qui sont là, qui veulent aller à l'école, voient que leurs amis ont beaucoup d'argent sur eux, ils s'habillent autrement, ils ont des grosses motos, et aussi ils sont attirés. Et c'est comme si nous prêchions dans le désert. Les parents, comme les enfants, ne connaissent pas la valeur de l'école et il est difficile d'envoyer un enfant à l'école. Et quand vous parlez avec les parents, ils préfèrent retirer leurs enfants pour les emmener au champ, leur confier d'autres activités que de les laisser aller à l'école. Avec l'appui du sous-préfet, on essaie tout le temps de les sensibiliser. Ça fait un moment, les filles même ne partaient pas à l'école. Mais avec la sensibilisation, tout ce qui se passe à la télévision, maintenant les filles vont à l'école. Dans des classes, il y a beaucoup de filles que de garçons. Les autorités éducatives et préfectorales de la région du Bunkani souhaitent une implication plus grande des élus et cadres de Teini afin que l'école dans ce département soit une culture. Ceux orientés en seconde devront partir à Bouna ou Nassian. Et pour réduire les déperditions au secondaire, les populations souhaitent voir au bout de la marche de l'école à Teini la construction d'un lycée. À ce jour, seulement 2 collèges, un à Teini et un autre à Toubo, sous-préfecture à 91 km de Teini, à la frontière du Burkina Faso. Voilà, et c'est un reportage de jeunes à Toubé. Toute autre chose à présent, 621 auditrices et auditeurs des institutions de formation et d'éducation féminine en IFEF ont entamé ce lundi matin les examens de fin de formation dans les 7 centres de composition retenus dans tout le pays. Ces examens de fin de formation ont été lancés à l'IFEF de Yopougon-Selmer. C'est Foro Zedji, Franck Kwadio. Dans les institutions de formation et d'éducation féminine IFEF, l'heure est aux examens de fin de formation ce matin. Pour cette session 2018, 616 auditrices et 5 auditeurs tentent d'obtenir leur parchemin consécration de 3 années de formation pour certains et 5 ans pour d'autres. Ils seront tous évalués sur des épreuves de broderie, de crochet, de pâtisserie, de couture et enfin d'éducation à la vie familiale. Ibrahim, seul auditeur des 121 que compte à ce centre de Yopougon-Selmer, est venu à l'IFEF par amour pour la couture. Ce qui m'a poussé à venir à l'IFEF, quand je vois des modèles que les femmes portent et qu'elles disent que c'est des gens stylistes qui ont confectionné ça, ça m'a poussé vraiment à venir m'inscrire à l'IFEF. Pour ces candidats, un état d'esprit, la sérénité et la confiance en soi. Je compose un broderie ami. Je suppose que l'épreuve, c'est un peu difficile, mais ça va aller. Je pose mon esprit tranquille pour mieux travailler. La tutelle s'est félicitée de la bonne tenue de l'examen et n'a pas manqué d'encourager les jeunes à s'intéresser à ces formations. Aujourd'hui, c'est le jour d'évaluation. Il faut être décontracté. Ce sont des choses que vous savez faire, donc je pense qu'il ne va pas avoir de problème. Vraiment, prenez le temps, le soin de bien faire ce qu'on vous demande. En plus de ces épreuves de spécialité, d'options, elles sont également formées à l'entrepreneuriat tout le long de leur parcours. Donc au terme de cet examen de fin de formation, elles auront la possibilité de se mettre à leur propre compte. Elles auront aussi la possibilité de se faire employer dans les pâtisseries qui s'ouvrent tous les jours, dans les boulangeries tous les jours, comme également dans les ateliers de couture qu'elles pourront elles-mêmes ouvrir. Pour rappel, les IFEF sont les premières structures d'éducation féminine de Côte d'Ivoire. Depuis 1958, elles assurent l'encadrement des populations féminines ivoiriennes.
On compte 121 institutions de formation féminine sur l'étendue du territoire ivoirien. Les IFEF sont des canaux d'autonomisation des femmes et contribuent à l'amélioration de leur employabilité. Les résultats seront connus le mardi 3 juillet prochain. Voilà, c'est la ville de Tiébissou, au centre de la Côte d'Ivoire, qui a abrité les festivités officielles de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. On en parle avec Abdul Kader Sogodogo Guédoumon de RTI Boaké. La terre a une vraie valeur, investissez-y. C'est le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Pour ce faire, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires se sont retrouvés à Tiébissou, au centre de la Côte d'Ivoire. Un choix pour tous les efforts de reboisement développés dans la localité. Cette année, le monde s'accorde pour dire que la terre est nourricière et la lutte contre la désertification et la sécheresse est une affaire de tous. La terre a une valeur inestimable. En nous invitant à investir dans la terre, parce qu'elle garantit des revenus certains, le thème de cette année nous engage également à plus de responsabilité. Il est un appel vibrant à tous pour une gestion durable de la ressource terre, matrice environnementale, soutenant les ressources floristiques, fauniques, agriculture y compris. Tiébissou abrite le siège de l'ONG TEC. Pour la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, cette ONG a initié un planting d'arbres à Yaakro. 1000 pieds de teck sur une superficie de 1 hectare. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la désertification et il n'y a pas meilleur moyen de passer par l'acte de planting d'arbres. Il faut dire que nous sommes également très heureux d'accueillir la Journée mondiale de la lutte contre la désertification. Nous, ONG TEC Ivoire, basée ici à Tiébissou, qui avons déjà œuvré, n'est-ce pas, dans ce genre d'activité à travers 4700 hectares de plantations de teck créées dans 63 localités. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse vient couronner la quinzaine nationale de l'environnement, un cadre de sensibilisation accrue des populations. Vous vous rappelez certainement, le gouvernement ivoirien a pris en 2013 un décret portant interdiction, production, importation et commercialisation des sachets plastiques 5 ans après. Quel est le constat sur le terrain? Certaines usines de fabrication de sachets plastiques ont opté pour la reconversion. Côté population, le changement se fait difficilement. Le constat d'Adrienne Grascando. La question de la gestion des sachets plastiques est persistante. 206 kg de matériaux synthétiques sont déversés chaque seconde dans les océans et 500 milliards de sacs en plastique sont utilisés dans le monde. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 200 000 tonnes de sachets plastiques sont produites et distribuées, soit environ 13 milliards de sachets plastiques produits et 80% échappent au système normal de collecte. L'utilisation abusive est nuisible pour la santé, selon des experts de l'environnement. La Côte d'Ivoire est aussi touchée par ce phénomène, d'où la prise du décret par le gouvernement en 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et l'utilisation de sachets plastiques. 5 ans après, quelle est la réalité? Nous avons d'abord commencé par la sensibilisation. Nous pouvons dire que nous avons fait un pas. C'est vrai, les sachets plastiques sont rentrés dans nos vies il y a environ une quarantaine d'années. On a eu l'habitude d'utiliser les sachets plastiques parce qu'on pensait que les sachets plastiques étaient la solution à nos problèmes. En 5 ans, il n'est pas facile de changer une habitude qui s'est installée pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, nous remarquons que dans les grandes surfaces de distribution, il n'y a plus de sachets de caisse. Il n'y a que des sacs réutilisables. Certaines entreprises sont passées du sachet d'eau au gobelet d'eau, aux bouteilles d'eau. Une décision adoptée par certaines usines de fabrication de sachets qui se sont reconverties, d'autres dans la fabrication de matériaux de construction et certaines sont passées aux emballages biodégradables. Nous sommes dans cette optique de développement durable et
de reconversion du sachet plastique et aussi nous sommes dans l'optique du recyclage parce que nous avons des unités pour le recyclage et donc nous participons à cela aussi qui va permettre aussi de rendre la ville d'Abidjan très propre. Autre constat, des clients préfèrent se procurer des sacs biodégradables pour faire leur emplette pendant que d'autres continuent d'utiliser les sachets plastiques. On est obligé d'utiliser les sachets là parce que c'est sur le marché. Quand on vient faire achat, il y a des filles qui vendent, quand il y a un sachet, quand il y a un sachet. Donc au lieu d'aller chercher ça comme le temps, on fait un... Quand nous faisons des achats, c'est dedans les gens mettent les produits pour nous donner. Si nous venons avec des sacs quand même. Mais nous on prend le choix parce que les gens nous mettent nos produits dedans. Donc nous sommes obligés de prendre. Là c'est pour cela que nous avons les sachets. Les sachets qui sont au marché, qui sont moins chers que nous pour pouvoir emballer. Dès qu'on les vend marchandises, on ne peut pas donner marchandises étant nues dans les mains des clients. Pourtant, des sanctions et des amendes sont prévues pour tout détenteur, producteur et importateur de ces sachets plastiques. Déjà, plusieurs contrevenants ont été interpellés. Plusieurs personnes ont été présentées devant le parquet, des usines ont été fermées, des amendes ont été affectées aux contrevenants. On a une quarantaine de personnes qui ont été déférées, c'est vérifiable au niveau du parquet. On a aussi des saisies, vous ne pouvez pas imaginer, plus de 100 machines de fabrication de sachets plastiques. Il y a des amendes, ça va jusqu'à 5 milliards. 5 milliards, c'est le maximum d'amendes encourues si on prend les dispositions du Code de l'environnement. Et maintenant, les peines encourues, on va jusqu'à 20 ans de prison. La sensibilisation continue sur le terrain pour arriver à changer les habitudes des populations sur l'utilisation des sachets plastiques. Il y a la police de l'environnement qui va être créée. Et les forces de l'ordre, les forces de police, la gendarmerie vont se joindre à cette bataille pour que la problématique des sachets plastiques soit résolue définitivement pour le bien des populations. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable invite les utilisateurs et producteurs de sachets plastiques à explorer des alternatives durables pour réduire la pollution. Hier, l'on a célébré la fête des pères. Des pères de famille ont été célébrés. Plusieurs ont donc reçu des cadeaux de la part de leurs enfants et des épouses. Des collègues et amis, des associations ont également célébré cette fête. Franck Quadio. Un après-midi de dimanche, ambiance dominicale classique, sauf que ce jour, c'est jour de fête des pères. Et pourtant, il n'y a pas d'engouement, autant d'engouement que lors de la fête des mères. Dans ce supermarché à Cocody, pas grande affluence, mais quelques clients sont passés faire des achats pour leur père, selon le gérant. La fête des pères, bon, c'est pas tellement ça. Sûrement que les personnes ont décidé de fêter en famille. Voilà. Mais en tout cas, au niveau de ce supermarché-là, chacun est venu faire des achats pour aller fêter à la maison. Pour cette dame, rien de spécial prévu pour son conjoint. Je n'ai rien prévu pour lui, parce que la fête de mai, il n'a rien donné. Mais dans la morosité, quelques éclaircies, à Adjamé, autre commune, une ambiance différente, ces femmes regroupées au sein d'une association ont décidé d'honorer les papas. Nous accompagnons la belle initiative qu'a eue cette association de non seulement fêter les papas, mais aussi de fêter les mamans. Derrière un grand homme se trouve une grande dame. Donc nous avons décidé cette année de les avoir à nos côtés pour pouvoir vraiment célébrer les pères qui sont, pour leur montrer notre amour, notre attention auprès d'eux. Une marque d'attention qui plaît aux hommes. On parle souvent de la fête des mères, mais pas souvent de la fête des pères. En tant que père, nous pensons que c'est une belle cérémonie. On avait l'habitude de magnifier, d'honorer nos mamans, nos femmes. Elles ont reconnu nos mérites, nos savoir-faire, nos bienfaits. Elles nous honorent aujourd'hui. Retour à Cocody, à la Riviera, une célébration élargie organisée par femmes et enfants. Ici, dit-on, le père est le pilier de la famille. Nos papas font plus que, si je peux le dire ici, font plus que nos mamans. Donc je pense qu'on devrait plus les célébrer que les mamans. On a quand même avec les enfants prévu un petit cadeau pour lui dire merci vraiment pour tant d'amour pour nous, pour la maison. Lui dire merci également pour tout ce qu'il fait pour nous. En compagnie de ses invités, c'est un papa qui ne cache pas sa joie. C'est pas courant, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans,
mais c'est déjà une excellente impression. Je lui dis merci beaucoup. Engouement ou non, le père est au centre de toutes les attentions tous les 18 juin. La fête des pères est célébrée pour la première fois en 1910 aux États-Unis. Effondrement d'un immeuble en construction à Yamoussoukro. Plus de 2 jours après, des personnes sont encore prisonnières sous les gravats. Le nombre de morts a atteint 10. Deux membres du gouvernement se sont rendus sur place pour faire le point de la situation et apporter le soutien du gouvernement aux familles endeuillées. Autre sujet, Beijing International Tourisme Expo BITE a ouvert ses portes avec plus de 30 000 exposants et une centaine de pays. La Côte d'Ivoire est présente à cette exposition pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. La 15e édition du Salon de Beijing, BITE, Beijing International Tourisme Expo, a ouvert ses portes ce vendredi, en présence de tous les responsables du tourisme national et international. Plus de 30 000 exposants et professionnels du secteur. La Côte d'Ivoire, seul pays africain présent à cette édition, a eu des échanges fructueux avec le directeur des conférences et exhibitions. Au cœur des échanges, la participation de la Chine au prochain Salon international du tourisme d'Abidjan. Nous allons aider dans la mesure du possible. Le directeur général a invité beaucoup plus de tour opérateurs et agences de voyage chinoises à aller en Côte d'Ivoire et participer au CITA. Et ces agences de voyage pourront, à leur retour à Pékin, inciter leurs clients à aller visiter la Côte d'Ivoire. Journée bien remplie pour Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, qui a poursuivi ses rencontres avec les responsables d'une importante compagnie aérienne. Objectif, tisser un partenariat afin que cette compagnie soit le partenaire officiel du Salon international du tourisme d'Abidjan, édition 2019. Créé pour encourager les jeunes amateurs à réaliser des films, le Festival international de films d'école Festimage, né en France il y a 15 ans, est organisé par la Côte d'Ivoire, et ce depuis 2 ans. Pour cette édition, plus de 150 films ont été projetés. Issa Yeo Tchona. Un festival de courts-métrages à l'Institut français, au plateau, pour encourager les jeunes à réaliser des films à travers le monde. Le Festival international des films d'école, Festimage, né en France, permet depuis 15 ans aux jeunes de tous les continents de faire du cinéma. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs jeunes réalisateurs qui ont du talent et vous-même vous avez la qualité des films. C'est l'objectif du Festimage en Côte d'Ivoire. Participer à la promotion du cinéma en Côte d'Ivoire, participer à la relance du cinéma ivoirien à l'international. Pour cette édition, une trentaine de films ivoiriens étaient en liste pour les présélections au niveau international. 3 jeunes réalisateurs sont retenus pour les phases finales. Des réalisateurs qui touchent des problèmes de société, l'immigration clandestine et la cybercriminalité. J'ai présenté le film Le rêve brisé, qui parle un peu de l'immigration irrégulière. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit ici en Côte d'Ivoire, qui gagne bien sa vie, mais qui décide de tout vendre pour essayer de se rendre en Italie. L'histoire de cette fille, ça fait mal au cœur. Et quand tu vois ça, tu te dis, mieux vaut rester en Côte d'Ivoire. On parle de la cybercriminalité. C'est un phénomène, on va dire, qui touche pratiquement tout le monde. C'est vrai, on voit directement l'Europe lorsqu'on parle de cybercriminalité, mais il y a des familles qui sont touchées, qui sont brisées lorsqu'il s'agit de cybercriminalité. Le public salue la qualité des films projetés. Je trouvais que c'était bien, la projection des films, c'était vraiment bien. Le Festimage est une occasion pour les jeunes de faire parler leur talent en matière de cinéma. Les jeunes doivent s'approprier ce festival, n'est-ce pas, pour avoir un rayonnement. Sinon, si on passe par un circuit classique, on ne parle même pas d'eux. Le vainqueur de ce festival international qui a démarré le 30 mai dernier à travers le monde sera connu le 30 juin prochain en France. Nous allons terminer avec cette information. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a quitté Abidjan hier dans la soirée pour une visite de travail dans la région du Grand Est de la France.
Une mission qui s'inscrit dans une action de rapprochement entre la région Grand Est de la France, ses entreprises et le continent africain, a annoncé. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, aura plusieurs rencontres avec des experts et chefs d'entreprise de l'international. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens qui étaient à la tâche. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux,